Alors, je ne vais pas pouvoir dire tout ce qu'il y a dans ce livre. Une de mes filles m'a dit, papa, ça c'est la Bible de l'amour. J'ai compris que ça devait être assez important pour elle. Je vais développer au moins 4 points qui me paraissent importants et qui sont souvent ignorés quand on rentre en amour et surtout quand on décide de vivre une relation de couple. Ça veut dire d'inscrire l'amour dans la durée. Vous savez aujourd'hui, comme moi, que deux couples se séparent et que 73% des divorces sont demandés par les femmes. Et ça c'est très important à savoir. Ça veut dire que ce n'est pas l'amour qui maintient deux êtres ensemble dans la durée, c'est la qualité de la relation. Et alors, beaucoup d'hommes, par exemple, se défaussent en disant, tu sais, je t'aime, et pensent que ça suffit. Mais je t'aime, mais je ne suis pas là, je préfère mes copains, ou j'ai d'autres relations à côté, mais tu sais, avec les autres, c'est pas pareil, c'est juste sexuel, avec toi, c'est de l'amour. Bon, bref, non, c'est pas l'amour qui maintient deux êtres ensemble, c'est la qualité de la relation. Alors donc, je vais développer le premier point, c'est de ne pas confondre l'amour avec les pseudo-amours. Et ici, autant que vous êtes, je suis sûr que vous avez rencontré dans votre vie un pseudo-amour. C'est souvent comme ça d'ailleurs que commence quand on a 18 ans, 20 ans. Les premiers amours, souvent sont des pseudo-amours. Mais on va mettre longtemps à le découvrir. Ensuite, je montrerai qu'est-ce qui caractérise ce que j'appelle la rencontre amoureuse, qui n'a rien à voir avec une relation professionnelle, une relation amicale ou une relation parentale. Qu'est-ce qui caractérise la rencontre amoureuse? Ensuite, je parlerai des ancrages importants qui sont nécessaires pour construire une relation de couple. Vous entendez la différence? Rencontre amoureuse et relation. Ce n'est pas du tout la même chose. Et puis, je terminerai en montrant justement qu'est-ce que c'est que se proposer une relation vivante pour que l'amour qu'il y a chez l'un soit entretenu, pour qu'il puisse entretenir l'amour qui viendra de l'autre, et l'autre en face entretiendra son propre, acceptera d'entretenir l'amour qui vient de lui. Voilà le programme. Alors pour ceux qui ne m'ont jamais entendu, vous savez que contrairement à beaucoup de conférenciers, je ne me contente pas de parler. J'utilise un des outils que j'enseigne dans la méthode ESPER, puisque j'ai la naïveté de croire qu'un jour, on enseignera peut-être un jour la communication à l'école comme une discipline à part entière. Et si vous êtes parent, faites comme les étudiants au mois de mai, si vous êtes parent, descendez dans la rue. Descendez dans la rue. Parce que ça ne viendra pas du haut. Ça ne viendra pas du haut. N'attendez pas que ce soit les pouvoirs publics, que ce soit au Québec, au Canada, ou en France, ou dans d'autres... Vous savez, je suis traduit en 26 pays, dans 26 langues, en Chine, en Corée, au Japon, en Turquie, enfin, etc. Eh bien, dans qu'un pays... Et ça devrait nous alerter un peu. Qu'est-ce qui fait qu'on ne nous enseigne pas cette matière vitale, essentielle, qui s'appelle la communication, ce qui veut dire mettre en commun. Donc, dans cette méthode, il y a un outil qui s'appelle la visualisation. Montrer ce dont je parle. Alors, je vais avoir besoin de votre aide, et donc j'ai besoin déjà d'un homme et d'une femme pour montrer qu'est-ce que c'est qu'un pseudo-amour. Monsieur, ah, on n'est pas à l'école, on n'a pas besoin de demander la permission. Voilà. Merci. Alors, voici comment commence... Mettez-vous juste en face. La rencontre, souvent une rencontre, j'ai parlé des couples hétérosexuels, hein, mais c'est valable, je le dis parce que je ne fais pas de morale, c'est valable ce que je vais dire, y compris pour les couples homosexuels, deux hommes ou deux femmes, qu'importe. Hein. Moi, je suis plutôt hétérosexuel. Je trouve qu'il n'y a rien de meilleur qu'une femme. Et je ne comprends pas qu'on choisisse les hommes. Alors, je vais vous montrer qu'est-ce que c'est qu'un pseudo-amour. Et pour ça, j'ai besoin encore de deux personnes, mais qui vont être des symboles.
Merci. Mettez-vous du côté du cœur, c'est symbolique et on met l'amour. Et vous, madame, mettez-vous du côté du cœur de monsieur. Vous allez donc, voici, vous symbolisez l'amour, hein, que peut-être cette femme aurait pour vous, et vous, madame, que peut-être, cet homme aurait pour vous. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un pseudo-amour? Je vais vous le montrer. C'est quelqu'un, je vais prendre l'exemple masculin, non, qui n'aime pas encore, ou qui aime ailleurs. Ça, c'est très fréquent chez les hommes. Mais on va prendre le cas le plus simple, il n'aime pas. Mais vous l'aimez. Regardez le bel amour que vous avez pour lui. Et lui, il va vous dire, mais regardez bien où sont mes yeux, madame. Il va vous dire, je t'aime, je t'aime. Ça veut dire qu'il aime l'amour que vous avez pour lui. C'est ce qui fait que j'ai dit très tôt à mes filles, quand un garçon vous dira je t'aime, regardez bien où c'est qu'il a les yeux. Vous voulez les chiffres? 30% des couples. Un couple presque sur 3. Un des deux aime quelqu'un qui se laisse aimer. Là, j'ai pris l'exemple de l'homme. Ça marche aussi parfois chez des femmes qui n'aiment pas encore. Et lui, pardon, il aime, regardez le verbe. Mais ce que l'autre aime, c'est ça. C'est terrible ce que je vais dire. J'appelle ça les amours de consommation. L'un se contente de consommer l'amour de l'autre. Elle va se réveiller un jour dans la relation et va découvrir que, ou lui, qu'il est le seul à aimer et qu'il n'a pas d'amour en retour. Est-ce que c'est clair? Un autre pseudo-amour, c'est qu'on aura beau dire à l'autre, je t'aime, mais ça veut dire, j'ai peur que tu me quittes. Et donc, je t'aime, et je vais te contrôler, je vais t'envahir, t'étouffer, et ne regarde que moi, pas les autres. Ça, c'est les amours de peur, et c'est pas de l'amour. On dépose sans arrêt de la peur sur l'autre. Un autre pseudo-amour, il y en a plusieurs dans le livre, mais je donne les 3 principaux, c'est, vous acceptez, madame, de venir? Restez ici dans l'espace, voilà. Vous aimez cet homme avec cet amour-là, mais lui, ce qu'il veut, c'est cet amour-là. C'est-à-dire l'amour que sa mère aurait dû lui donner. Et ça, c'est terrible dans un couple. Parce que vous avez un bel amour là, regardez-le. Mais vous allez voir qu'il n'est pas reçu, qu'il n'en veut pas. Parce que ce qu'il attend de vous, c'est pas cet amour-là. C'est cet amour-là. Et ça marche éventuellement pour certaines femmes. Elle attend de vous pas cet amour, je n'ai rien à faire, mais l'amour que papa ou un précédent amour aurait dû me donner. Et ça, c'est un des drames de beaucoup de couples. L'un donne quelque chose dont l'autre ne veut pas, et il attend de vous quelque chose que vous n'avez pas. J'ai été clair ou pas? Je ne vous dis pas les chiffres parce que je vais vous catastropher. Je vais vous accabler. D'entre 30 et 40% des couples, un des deux attend de l'autre un amour impossible, par exemple. Alors, merci beaucoup. J'en reste là. Alors on me demande quand même, et Jacques Salomé, c'est quoi l'amour? Alors, pendant longtemps, j'étais en difficulté, j'étais un peu comme vous. Ben, je cherchais dans les livres, ou dans mes expériences. J'ai 77 ans cette année. Au fond, la meilleure image que j'ai pour essayer de comprendre qu'est-ce que c'est que l'amour. D'abord, sentir que c'est d'ordre vibratoire. Voilà. C'est pour ça que quand des gens me disent ben, je ne sais pas si je l'aime, ça c'est pas vrai. Si vous êtes en amour, vous le sentez. Parce qu'il y a une, vous voyez, il y a une vibration en vous. Faites-le, secouez-le un peu. Pour montrer qu'on sent une vibration. Si on ne sent pas, c'est que vous n'êtes pas d'amour. Donc, c'est d'ordre vibratoire. Deuxièmement, et c'est une vibration, voyez-vous, qui nous pousse vers l'autre. C'est pas, tenez bon la réduction. Si l'autre vous dit je t'aime, mais que vous sentez qu'il vous attire à lui, c'est un pseudo-amour. L'amour ne cherche pas à attirer l'autre à soi. L'amour, si vous l'avez en vous,
il vous, voyez, il vous transporte même. Je ne sais pas si vous avez vécu cela une fois dans votre vie. Et alors, bien sûr, ce que nous recherchons tous, c'est ce que j'appelle l'amour en réciprocité. Un amour chez l'un, un amour chez l'autre. Et je vous ai dit que la meilleure image que j'ai, c'est l'image musicale. C'est quand c'est semblable à deux notes de musique. Une note de musique chez l'un, une note de musique chez l'autre. Et quand ces deux notes de musique s'approchent et qu'elles s'accordent, qu'elles s'harmonisent et qu'elles fassent du Mozart, ou du Schubert, ou du Jean-Jacques Goldman, si vous aimez Jean-Jacques Goldman, que chante beaucoup Céline Dion, ça c'est ce que je souhaite, et je vous le dis vraiment, c'est ce que je souhaite à chacun d'entre vous, de rencontrer au moins cela une fois dans votre vie. Un amour chez vous, un amour chez l'autre, mais un amour qui s'accorde, qui vibre. Mais c'est plus rare qu'on ne le croit. C'est plus rare qu'on ne le croit. C'est pour ça que si vous avez la chance d'être, comme vous dites au Québec, un amour, mais un amour en réciprocité, ne passez pas à côté. Et vivez-le au présent, parce qu'un des autres mystères de l'amour. Et ça, quand je disais cela, ma fille est à 50 ans cette année, donc je suis un vieux monsieur, mais quand elle avait 18 ans, et que je lui disais, nul ne sait à l'avance la durée de vie d'un amour, elle hurlait, mais non papa, tu sais plus ce que c'est, quand on aime, c'est pour toujours, vous voyez, tous les violons, là, etc., les chansons, tout ça, les films à la télé, ah non, ah non, ah non. Dire je t'aimerai toujours, c'est une double escroquerie. Escroquerie à soi, escroquerie à l'autre. Parce que nul ne sait, à l'avance, vous ne savez pas, madame, la durée de vie de ça. Il peut durer 3 ans, il peut durer aussi la durée de vie biologique. Vous allez mourir dans 60 ans, peut-être qu'il peut durer 60 ans, mais il peut aussi ne pas durer 60 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans. Et deuxième mystère de l'amour, on n'a pas de pouvoir sur ses sentiments. Je ne peux pas me dicter d'aimer si je n'aime plus. Je ne peux pas me dicter d'aimer. Et je ne peux pas dicter à l'autre de m'aimer si elle ne m'aime plus. Ça m'a rendu humble et surtout prudent et enthousiaste. Ça veut dire, sachant cela, si je suis en amour et que c'est un amour en réciprocité, je prends soin de l'amour. Parce que je sais que peut-être dans 2 ans, 3 ans, qu'importe. Bien sûr que comme vous, comme chacun d'entre nous, nous espérons les uns et les autres que ça dure autant que notre vie biologique. Moi j'ai 77 ans, je vais mourir dans 45 ans. J'espère que l'amour va durer 45 ans, mais non, j'en sais plus. Personne ne peut m'assurer de cela. Il faut être humble devant l'amour, et non seulement humble, mais également enthousiaste. Si vous avez de l'amour, monsieur, regardez le bel amour. Il est déjà un peu ancien chez vous, d'accord? C'est symbolique. Si vous avez le plaisir ou le miracle, ça s'appelle ça le miracle d'amour, d'être en amour, protégez-le. Et bien sûr, vous n'avez pas de pouvoir si vous rencontrez sur le bout de l'autre, mais si vous avez un amour en réciprocité, vivez-le vraiment à temps plein. Merci de votre patience. Merci. Alors, voilà, je vais un peu vite parce que je ne dispose pas de toute la journée, même la journée ne suffira pas pour dire tout ce qu'il y a dans ce livre. Je vais à l'essentiel. Alors, sachant cela, nul ne sait à l'avance la durée de vie d'un amour, que nous n'avons pas de pouvoir sur nos sentiments. Nous en avons sur la relation. Je suis marié ici, je tombe amoureux là, je n'ai pas de pouvoir. Et ma chérie, tu ne peux pas me dicter de ne pas l'aimer. Voilà. Mais j'ai du pouvoir. Est-ce que je vais ouvrir la relation? Là, j'ai du pouvoir. Est-ce que c'est clair? C'est-à-dire, est-ce que je te trompe en ayant une relation parallèle ou, écoute, je suis vraiment amoureux, je te quitte parce que je m'engage plutôt ici. Ça, c'est possible, mais ça, c'est une décision. Je n'ai pas de pouvoir sur le sentiment. Sinon, comme disait ma grand-mère, le sentiment. Mais j'ai du pouvoir. Ah oui, c'est une femme extraordinaire.
Mais j'ai du pouvoir sur la relation que j'ouvre ou que je n'ouvre pas. Alors je vais tenter de montrer maintenant quels sont les 5 ancrages pour la rencontre amoureuse. Donc j'ai besoin toujours d'un homme ou d'une femme. Merci, monsieur. Merci. Ma grand-mère disait, le début du changement, c'est de bouger son derrière. Alors il manque quelqu'un à l'autre bout. Merci. Plus vite vous venez, plus je peux dire des choses. Hein. Alors voici comment commence, ou quels sont les, et j'ai dit ces mots au sens fort du terme, quels sont les ancrages pour qu'il y ait rencontre amoureuse. Et vous allez voir que dans beaucoup de rencontres, ben, ils ne sont pas toujours présents. Et donc ça veut dire déjà qu'ils vont casser pipe, que ça ne se passera pas bien. Voilà. Alors quels sont ces 5 ancrages? Eh bien, première des choses, donc montrez-le largement, monsieur, attirance vers elle. Il est attiré vers vous. D'ailleurs, je l'ai vu, sitôt que vous êtes venu, il avait déjà les yeux en érection. Les yeux. Peut-être, je me suis mélangé. Attirance, montrez bien, attirance vers lui. Voilà. C'est pas toujours le cas. Il peut y avoir l'attirance d'un et que l'autre ne soit pas du tout. Mais dans le meilleur des cas, attirance. Deuxièmement, affinité. Ils aiment Mozart, ils aiment la montagne ensemble, ils aiment les films de Woody Allen ou les livres de Jacques Salomé, enfin bref. Il y a des affinités, mais même si c'est des affinités différentes, ça peut les rapprocher. Elle adore la mer, il aime la montagne, eh bien, elle va lui faire découvrir les merveilles de la mer, et peut-être qu'il vous fera découvrir les merveilles de la montagne. On peut avoir des affinités différentes. Il peut aimer les bandes dessinées, et vous pouvez lui faire découvrir les livres de Jacques Salomé, c'est des livres Il peut y avoir des désirs vers lui. Des désirs vers elle. Ils ne sont pas toujours présents au même moment. Des fois, ils s'éveillent à d'autres rythmes chez l'un ou chez l'autre. Hein? Mais ça, c'est ce qui caractérise la rencontre amoureuse. Attirance, affinité, désir. Bien sûr, pardon, ça c'est vers elle, excusez-moi, sentiment vers elle. J'ai montré tout à l'heure hein, de l'amour, un sentiment d'amour chez lui, et bien sûr, un sentiment d'elle vers lui. Vous avez bien montré, vers lui. Voilà. Ça, c'est le meilleur des cas. L'amour en réciprocité. Et réfléchissez bien, vous verrez que dans beaucoup de rencontres amoureuses, l'un ou l'autre de ces dimensions manque. Et puis, la chose peut-être la plus difficile, parce qu'on mettra des fois 20 ans, et des fois jamais à le comprendre, les choix inconscients. Qu'est-ce qui fait que dans ce wagon de chemin de fer, il y avait peut-être des femmes 100 fois plus belles qu'elle, mais c'est vers elles que je vais. Qu'est-ce qui fait que dans ce cocktail, dans cette réunion, etc., dans ce lieu de rencontre, il y avait des gens 10 fois plus beaux que cet homme, mais c'est vers lui que vous avez les choix inconscients. Les choix inconscients. Je vais vous dire le choix inconscient qui m'avait attiré vers la première femme dont j'étais amoureux. Elle avait comme madame, vous voyez, un petit pli là, un petit sourire, un petit pli aux lèvres, qui me rappelait mon institutrice du primaire seconde, qui était la seule enseignante qui m'acceptait inconditionnellement. J'étais un cancre à l'école, mais c'était une remplaçante. Je suis devenu seconde, c'était l'époque où il y avait des classements. J'avais fait des progrès énormes, elle m'a accepté. Mais ça veut dire, attention, que j'attends de toi, ma chérie, que tu m'acceptes inconditionnellement. Ça veut dire avec tous mes défauts. Et ça, il faut le dire. Non, chez moi, il y en avait beaucoup. Il y en avait beaucoup. Et c'est ça qui va nous séparer. Ça, il faut le savoir. Il y a tout un chapitre dans le livre, c'est que c'est souvent ce qui va nous attirer
qui plus tard risque de nous séparer. Parce que cette acceptation inconditionnelle, elle me l'a donnée au début. J'étais un type formidable. Elle ne voyait pas que dans les feux rouges, enfin vous appelez ça les lumières, vous, hein. Vous avez regardé les hommes aux lumières, là, dans les voitures? Ah, vous n'avez pas vu les hommes? Enfin, en France, c'est comme ça. Et elle à côté. Enfin, Jacques, écoute, regarde, tout le monde nous voit. Et moi. Mais non, il n'y a personne. Je dis, il n'y a personne. Elle est à côté de moi. Et ça, quelques années plus tard, elle va remarquer que je me cure les dents avec le couteau à fromage, que je me contente quand je m'excuse, parce que c'est ça qui va tuer la relation. Je m'excuse d'être trivial. Que je me contente aux toilettes de tirer la chasse d'eau. Et elle me dit, tu sais Jacques, il ne suffit pas de tirer la chasse d'eau, il faut passer aussi un petit coup de balayette. Parce que moi, quand j'arrive, je vois que ça. Vous savez, il n'y a que moi qui ai vécu ça. C'est ça qui blesse beaucoup les couples. Cette femme me disait, mon mari allait aux toilettes, il rentrait dans le lit sans se laver les mains, il commençait à me caresser, ça me blessait, ça me blessait. Je ne me sentais pas reconnu, je ne me sentais pas valorisé, j'avais l'impression d'être une sorte d'objet. Et j'avais beau lui dire, et il n'entendait rien, mais ça fait 6 ans que je ne fais plus l'amour avec lui. Ça me bloque. Et pourtant, j'aime faire l'amour. Mais je veux être respecté. C'est ça. Donc ça, c'est la rencontre amoureuse. S'il y a ça, je crois que vous pouvez commencer à... Mais alors, c'est ça. Je vous prends votre écharpe 2 secondes. Oh, oui. Merci. Et alors donc, supposons, ça c'est le meilleur des cas, hein, il y a tout ça, affinité, désir, sentiment. Et alors, la question va être, qui des deux va dire à un moment donné, en général c'est la femme, mais aujourd'hui de plus en plus d'hommes, oui, qui va dire, ben écoute, on s'entend bien, ça marche bien, il y a du désir entre nous, des sentiments, des affinités, etc. Les choix inconscients, je ne sais pas, mais enfin je suis attiré par toi, on pourrait peut-être se marier. Là vous voulez les chiffres? Non mais c'est important de savoir, dans 60% des couples, des mariages, pardon, il n'y en a qu'un des deux qui demande. Écoutez-vous, si vous avez tort. Un des deux. L'autre se dit oui. Il dit oui à ta demande. Je dis oui à ta demande, ma chérie. Mais je n'ai pas dit, moi je veux me marier avec toi. C'est pas pareil. Et alors celui qui a fait la demande et qui se trouve devant l'autre qui ne l'a pas fait, ben je vais vous dire, il va lui faire payer. Pendant 30 ans. Oui. En matière de sexualité, souvent. En sexualité. Parce que la sexualité, c'est un des enjeux complexes du couple. On fait souvent payer à l'autre les non-dits. Et là, c'est un non-dit. Je t'ai jamais demandé un mariage. Et j'ai une amie qui m'a dit, mon mari m'avait demandé un mariage en me disant, toi, je te vois bien comme la mère de mes enfants. Bah, comme épouse, comme femme, comme un... Alors je m'étais laissé prendre à ça, j'ai dit, qu'est-ce qu'il m'aime? Il veut que je sois la mère de mes enfants. Mais au bout de quelques années, j'ai bien vu qu'il voyait que la mère n'est pas... Donc quand mes enfants ont quitté la maison, j'ai demandé le divorce, et je lui dis maintenant, j'attendrai que tu me demandes un mariage. Et elle m'a dit, on a divorcé, il a attendu 2 ans avant de me redemander un mariage. Il dit, on est toujours ensemble. Mais là, il m'a demandé un mariage comme femme. Comme femme. Alors donc, mettons que les deux, c'est exceptionnel, il a dit, oui, moi j'ai vraiment envie de me marier avec toi. Et elle a dit, ah oui, j'ai envie de me marier avec toi. Ça, c'est plus rare qu'on ne le croit. Donc ils essaient, voyez-vous, d'ajouter à la rencontre amoureuse qui se vit au présent, ce qu'on appelle une relation de couple. Vous voyez que c'est pas pareil. En général, la rencontre, c'est plus léger. La relation de couple, c'est un peu plus long. Il a été marié. Il a été marié. Vous avez vu spontanément, c'est un peu plus lourd qu'il me dit. Avant de me marier, je réfléchirais, madame. Mais enfin, vous étiez aveugle à l'époque, vous avez accepté. Alors là aussi, il y a des ancrages.
Et c'est vrai que bon, j'ai écrit 64 livres sur les relations humaines, au moins 15 livres sur l'amour et le couple. J'étais professeur à l'université, j'ai formé un psychologue, etc. Et c'est ça qui m'a toujours étonné de ne pas voir figurer ces repères dans un livre qui pourrait quand même nous apprendre, nous aider quand même à vivre en couple. Je vais vous en dire un. Pour s'habiller, mettre une alliance, il faut être délié. Il faut être délié. S'il n'est pas délié de sa mère, surtout si c'est une mère italienne ou juive, c'est pas péjoratif ce que je dis, hein. C'est vraiment des relations assez envahissantes, etc. Ou s'il n'est pas délié d'un précédent amour, il va se marier avec vous. Ça sera une fausse alliance. Et c'est pareil, être délié. Est-ce que vous êtes délié? Si vous êtes trop attaché à papa qui est là-bas, mon papa, vous savez, les petites filles et les grandes, mon papa, moi, ils en ont plein la bouche. Ou si vous n'êtes pas délié d'un précédent amour, vous savez, le garçon de 14 ans, quoi, il s'appelait déjà Michael. Justement. Mais bon, s'ils sont déliés, ils vont pouvoir s'allier. Bien dans beaucoup de couples, un des deux n'est pas délié. Et donc ils vont vers. Ils mettront 10 ans, 15 ans, 20 ans. Deuxièmement, capacité à s'engager. Capacité à s'engager chez les deux. Et ça veut dire deux choses. Est-ce que choisir, c'est renoncer? Si je te choisis, ma chérie, ça veut dire que je renonce aux 3 millions. Elles ne sont pas toutes candidates. Et vous savez qu'il y a un certain nombre d'hommes ou de femmes qui n'arrivent pas à renoncer. Ils veulent tout. Capacité à s'engager, si je te choisis, c'est que j'ai envie de vivre avec toi, mon chéri, des choses que je ne vivrai pas avec un autre homme. Choisir, c'est renoncer. Qu'est-ce qui fait qu'on n'apprend pas ça à l'école, à nos enfants? Ils le feront ou ils ne le feront pas, mais au moins, ils savent que c'est un ancrage important. Deuxièmement, s'engager, c'est est-ce que j'ai une autonomie relationnelle, affective, suffisante? Écoutez bien ce que je vais dire, pour ne pas faire dépendre mes besoins de l'autre. C'est pour ça que j'ai dit à mes enfants, quand l'autre viendra vers vous en disant « j'ai besoin de toi pour vivre, j'ai besoin de toi », fuyez à toute jambe. Il va vous mettre au service de ses besoins. Il va vous mettre au service de ses besoins. Vous savez comment commence la révolution relationnelle dans un couple? Je vais vous le dire. C'est quand l'autre a préparé son plat de combat, le gratin dauphinois. Vous connaissez la recette? Un tiers de fromage, un tiers de pommes de terre, un tiers d'amour. Et qu'elle a mis le plat sur la table, il est magnifique, et lui dit, tiens, il manque du sel. Elle ne devrait pas se lever. Elle ne devrait pas se lever. Elle devrait lui dire, c'est toi qui as besoin de sel, mon chéri. J'espère que tu feras pour ton besoin. Je ne t'ai pas épousé pour répondre. Elle peut se lever, bien sûr. C'est un geste de tendresse, mais 15 ans après, c'est plus un geste de tendresse. C'est un des deux qui a mis l'autre, levez bien, au service de ses besoins, au service de ses besoins. Est-ce que ça vous parle pas? Oui. Donc, c'est ça que c'est capable de s'engager, être responsable de ses besoins et pas faire dépendre. Y compris dans le domaine sexuel. J'ai besoin de faire l'amour, sinon je tombe malade. Ça, c'est ce que je disais à l'époque. Alors, ça l'angoissait. Ça l'angoissait. Aussitôt, elle avait envie de faire l'amour. Non, elle n'avait pas envie de faire l'amour. Elle se soumettait à son angoisse. Ce qui fait que ça ne marchait pas bien. Est-ce que je suis clair ou pas? Capacité à se projeter dans l'avenir. Est-ce que je me vois vivre avec cet homme? Est-ce que je le vois comme le père de mes enfants? Capacité à se projeter pour lui. Est-ce que je me vois vivre avec cette femme? Est-ce que je la vois comme la mère de mes enfants? Etc., etc. Se projeter.
Parce que c'est ça qui distingue la relation de couple de la rencontre amoureuse. La rencontre amoureuse se vit au présent. On fait des projets pour Pâques là, qui arrivent, peut-être pour les vacances, des grandes vacances, mais on ne fait pas des projets, voyez-vous, à long terme. Dans la relation de couple, on fait des projets, je le souhaite au moins, à long terme. Est-ce que je me vois? Est-ce que je vais vraiment m'engager, me projeter? Alors ça, c'est très important. J'ai besoin de 2 personnes pour les montrer. 2 personnes, merci. Voilà. Rêve de vie, montré au public, et puis aussi. On dépose donc rêve de vie chez elle, mais c'est un rêve de vie, voyez-vous, ça ne se fait pas de façon aussi visible que je le montre. Mais c'est mon métier de psychomachin-chose, d'essayer d'aller voir au-delà des apparences et de comprendre qu'est-ce qui se passe. On dépose souvent un rêve de vie chez l'autre. Alors ça peut être, ben c'est vraiment avec cet homme que j'ai envie de faire 5 enfants, etc. Voyez, alors que lui, il n'en veut que 2. Donc déjà, voyez-vous, le rêve de vie n'est pas le même. C'est avec lui que j'aimerais vivre dans les Laurentides avec un petit chalet, 3 sapins, une petite source, etc. Et lui, il veut vivre à Montréal. À Montréal Nord. Donc, on dépose, voyez-vous, implicitement un rêve de vie chez l'autre. Non, non, lui dépose chez elle. Voilà. Et bien sûr, on attend de l'autre qu'il réalise ce beau rêve de vie. Est-ce que je suis clair ou pas? On ne le dit pas aussi clairement, mais ça se passe toujours comme ça. On dépose un rêve de vie. Et au passage, ça veut dire aussi que le jour où on va se séparer, qu'on va divorcer par exemple, eh bien il faut reprendre son rêve de vie. Parce que si vous ne le reprenez pas, et je vous regarde depuis que vous êtes arrivé dans cette salle, il y a au moins 4 personnes dans cette salle qui n'a pas repris, qui s'est séparé certainement, d'une relation importante, qui n'a pas repris son rêve de vie et qui a une sorte de trou là. C'est symbolique ce que je dis. Alors ils vont recommencer une relation, mais ils seront incomplets. Ils seront incomplets. Ça, on devrait l'apprendre à l'école, cela. Que si jamais un jour on se sépare, on devrait, voilà, il devrait reprendre, si c'est lui qui vous quitte, ou si c'est vous qui le quittez, il devrait reprendre, et vous, et d'ailleurs, je serai vous, moi je reprendrai ce Si vous ne voulez pas le reprendre, moi je suis d'accord. C'est symbolique, c'est symbolique. Donc, ils n'en sont pas encore là, ils sont toujours, voilà. Donc, ça c'est très important de comprendre cela, que d'une certaine façon, et le rêve de vie que je dépose, par exemple, mettons une première relation amoureuse 10 ans avant, qui s'est mal terminée, parce qu'un divorce, c'est pas négatif, hein, toujours, attention. On sauve sa peau souvent en divorçant. Bon. Et je renoue notre relation, dont je dépose chez elle, pas le même rêve de vie, vous voyez, parce que je ne suis pas le même homme. J'avais 23 ans quand je me suis marié avec celle-là au début, j'ai 35 ans 12 ans plus tard, je n'ai pas le même rêve de vie. Ça c'est très important d'avoir l'honnêteté et de le dire, parce qu'on va découvrir que, prenons l'exemple des enfants, je voudrais 5 enfants, vivre dans les Laurentides, vivre dans la grande ville, ou même aller vivre en Australie ou en Afrique, qu'importe, on n'a pas le même rêve de vie. C'est pas grave de ne pas avoir le même, mais au moins en parler, parce que c'est tout l'imaginaire autrement qui joue, et les déceptions et les frustrations qui vont être liées à des rêves de vie différents. Donc, ils n'en sont pas encore là, donc voilà le beau rêve de vie, et moi je serai vous, je m'en occuperai. Et je serai vous, je m'occuperai aussi de celui-là. C'est le sien, mais... Et puis, dernier point, capacité à nourrir la relation conjugale. Capacité à nourrir la relation conjugale. Voilà. Et ça va participer. Vous avez un peu de patience encore? Je peux vous garder? Voilà. Sinon, je prends un autre couple. Ça veut dire ceci. Ça veut dire que chez chacun des membres d'un couple, il y a des attentes.
On va les mettre dans le rêve de vie. Voilà, vous avez des attentes. Mettons, avoir 5 enfants, ou un jour vivre à la campagne, ou un jour, et puis des attentes. Moi, par exemple, quand je vous ai rencontré, là, il y a plus de 50 ans, moi, je voulais une fille. Elle voulait un garçon. On n'avait pas les mêmes attentes. Voilà. Et elle a fait une fausse couche. Mais le deuxième, c'était une fille. Oui, c'est-à-dire que quelque part, mon désir a dominé quelque part social. Après, on a eu un petit coup, on a fait une fille, un garçon, une fille. Et il y a des attentes, bien sûr, chez lui. Il y a des attentes, y compris, par exemple, des attentes qu'on n'énonce pas. Je voudrais que tu t'entendes bien avec ma mère. Bon, elle est un peu sorcière sur les bords, mais elle me couve trop. Il y a qu'elle qui sait préparer le café comme je l'aime. Ou les pastas. Quels sont mes apports? Qu'est-ce que j'ai envie de t'apporter, que je n'ai pas envie d'apporter à notre homme? Quels sont les apports de cet homme? Qu'est-ce que j'ai envie de te donner et de t'apporter, que je n'apporterai pas à quelqu'un d'autre? Et le plus difficile, et des fois on met des années avant de découvrir cela, découvrir nos zones d'intolérance. On a tous des zones d'intolérance. En particulier, et je le dis ici librement, dans le domaine de la relation sexuelle. Et oui, vous savez comme moi que même au Québec, beaucoup d'hommes sont très pressés. Sitôt qu'ils ont une érection, ils veulent tout de suite. Or, on n'a pas les femmes ne lubrifient pas. Le désir chez l'homme se manifeste par l'érection, chez la femme par la lubrification. Et il n'est pas souvent. Donc il va quand même essayer de s'introduire, et ça risque d'être douloureux en disant non. Alors lui, il croit que vous ne voulez pas, il insiste. Donc il y a beaucoup de malentendus comme ça. On a des zones d'intolérance. Par exemple, dans la voiture, toujours dans la voiture, vous avez vu les hommes au feu rouge? Vous n'avez pas vu au feu rouge? Écoute, Jacques, allez, regarde, tout le monde nous voit. Et lui, il répond, mais non, il n'y a personne. Et à côté de lui, il dit, il n'y a personne. Ce qu'on appelle un couple. Vous croyez que je plaisante? C'est l'accumulation de tous ces petits détails. Dans une relation vivante, c'est une relation dans laquelle les attentes de l'un correspondent. Ah non, j'ai bien fait de ne pas vous épouser, vous. Non, correspondent pas aux attentes, aux apports. Parce que si les attentes, il y a concurrence des attentes, c'est l'enfer. C'est ce qu'on appelle un couple normal, l'enfer. J'ai bien fait de ne pas vous épouser. Merci. Je vous taquine. Est-ce que les attentes de l'un correspondent aux apports de l'autre? Et est-ce que les attentes correspondent? Ah, c'est bien fait de l'épouser. Ou tombe dans les zones d'intolérance. Tombe dans les zones d'intolérance. Et ça, c'est le décalage entre les attentes et les apports. Le décalage entre des attentes qui tombent dans les zones d'intolérance de l'autre, qui vont faire que 10 ans après, parfois, et même avant, 15 ans après, on découvre que la relation est dévitalisée. La relation est dévitalisée. Et que n'importe quel incident va faire que on va soit demander le divorce, soit se séparer. Ou on reste. Attention, moi je viens d'une génération de femmes sacrificielles. Je vais vous dire les chiffres, c'est terrifiant. 60% des femmes de ma génération, on a opéré la poitrine, le ventre, l'utérus. Parce que vous savez comme moi qu'il y a un lien très étroit entre la qualité des relations essentielles et la maladie. C'est pour ça le mot le dit, maladie, maladie. Voilà. Les femmes de ma génération payaient très cher, on ne divorçait pas, on restait 20 ans, 30 ans, 40 ans, dans une relation qui, vous voyez, où les attentes de l'un ne correspondaient pas, etc. Aujourd'hui, les femmes ont appris à se respecter. Vous le savez comme moi, 73% des divorces
au moins en Europe, c'est les femmes qui demandent. Il faut du courage souvent, parce que le statut économique, des fois, change beaucoup. Je ne sais pas si vous le savez. Il faut du courage pour demander, mais elles se respectent. Ce qui n'est pas le cas des femmes de ma génération. Elles restaient des années avec l'espoir que c'est lui qui changera, qui comprendra qu'il ne faut pas aller trop vite, qui comprendra qu'il ne doit pas se curer le nez ou... Les petites ans, quand j'étais marié avec madame, je ne vous l'ai pas dit, ah oui, au siècle dernier, il y a longtemps, moi je ne fermais jamais mon tube dentifrice. Et elle disait, enfin Jacques, écoute, regarde, c'est quand même pas difficile. Et elle le fermait pour moi. Et puisqu'elle le fermait pour moi, j'avais pas besoin d'apprendre. Un jour, elle a dit quelque chose de plus. Elle dit, Jacques, quand même un enfant comprendrait ça qu'il faut fermer. Cette phrase-là, terrible, tu m'infantilisais. Donc, je résistais encore plus. Donc, pendant 13 ans, 12 ans, je ne fermais pas mon tube dentifrice. Au bout de 12 ans de mariage, une idée lumineuse, elle découvre qu'elle peut s'acheter un tube dentifrice pour elle. Et laisser le nez ouvert. Et après 12 ans de mariage, j'ai découvert qu'est-ce que c'était que se laver les dents avec du dentifrice sec. Et d'un seul coup, j'ai appris à fermer le tube. Tu aurais dû t'acheter le tube plus tôt, ma chérie. Tu aurais grandi plus vite. J'ai l'air de plaisanter. C'est les petits détails, voilà, qui, je vais utiliser un mot terrible, qui stérilise une relation conjugale et qui fait que des fois, 15 ans, 20 ans après, on se demande l'un ou l'autre, qu'est-ce que je fais dans cette relation? Je ne me respecte pas. J'ai toujours l'espoir que l'autre va changer, qu'il va s'améliorer, etc. Mais aujourd'hui, les femmes ont beaucoup plus de courage. Oui, elles prennent le risque de sentir que si la relation n'est plus nourrie, n'est plus alimentée, voilà, mais il vaut mieux renoncer et se respecter. J'ai bientôt 78, dans 2 mois là. Curieux, vous n'avez pas remarqué qu'avec l'âge, les années sont plus courtes? Oui, c'est incroyable. Et alors, le plus difficile, madame, vous le savez comme moi, c'est d'avoir 77 à l'extérieur et 30 ans à l'intérieur. J'aurais dû vous épouser. Alors, j'ai beaucoup de choses encore à dire, mais je vais attendre vos questions quand même. Je crois que j'ai dit l'essentiel sur ne pas confondre l'amour et les pseudo-amours. Et des pseudo-amours, il y en a beaucoup, je l'ai nommé tout à l'heure. On dit à l'autre je t'aime, et en fait ça veut dire j'aime l'amour que tu as pour moi, ou les amours de peur, je t'aime, j'ai peur que tu me quittes, j'ai peur que tu... Vous voyez, dans lesquels on va emprisonner l'autre. Montrer qu'est-ce qui préside à la rencontre amoureuse, attirance, désir, sentiment, etc., affinité semblable, et ce qui préside, ou devrait présider, à une relation de couple. Je le répète au cas où vous auriez oublié, pour s'allier, mettre une alliance, il faut être délié. Être délié de papa-maman ou d'un précédent amour. Parce que des fois, voyez-vous, et ça, je fais des films là-dessus, on voit le mari, voyez, il est marié ici, mais son corps, voilà, son corps est encore tourné vers un précédent amour. Il n'est pas délié. Donc vous avez fait une fausse alliance, même si vous êtes passé devant le maire, ou devant monsieur le curé ou le pasteur. Voilà. Être délié. Capacité à se projeter dans l'avenir. Est-ce que je me vois vieillir avec cette femme? Est-ce que je la vois comme la mère de mes enfants? Est-ce que je me vois vieillir avec cet homme? Est-ce que je le vois comme le père de mes enfants? Et se projeter. C'est ça qui distingue d'ailleurs une relation de couple d'une relation amoureuse. La relation amoureuse se vit au présent. On fait des projets à court terme pour pas qu'arrivent les grandes vacances. Dans une relation de couple, hein, c'est plus tard. On fait des projets à long terme. Se projeter dans l'avenir. S'engager, je l'ai dit, être délié. Voilà. Je crois que vous avez l'essentiel et c'est possible de construire un couple à tout âge. Et contrairement à ce que beaucoup de gens au Québec croient, pensant que les hommes choisissent
vous quitte, vous avez 40 ans, 50 ans, et vous quitte pour une jeunesse, comme on dit, ben détrompez-vous. Les hommes aussi grandissent aujourd'hui, et ils découvrent qu'ils n'aiment pas trop les fruits verts. Ils n'aiment pas trop les fruits verts. Donc, quel que soit votre âge, vous avez des chances.